Tous et bienvenue sur Showtime. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview assez spéciale et surprise avec Alain Mattei, fondateur du site Touchdown Actu ou du média maintenant tda.com. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, parler de votre relation un peu actuelle avec la NFL? Je m'appelle Alain Mattei, donc j'ai créé TD Actu en effet en 2008. Ça remonte, ouais, 2008, quelque chose comme ça. À l'époque, c'était un petit site que je gérais en parallèle de mes premiers boulots. Et puis en fait, ça a fini par grossir, grossir. Aujourd'hui, c'est devenu mon activité principale. Donc le site aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes qui bossent dessus, avec certains qui sont rémunérés. Il y a des bénévoles qui nous aident aussi. Voilà, moi je suis vraiment le seul qui est à plein temps dessus, mais j'ai pas mal d'aide autour de moi. Et aujourd'hui, en effet, on est présent sur tdactu.com, donc qui est le site historique principal. En podcast, on est là aussi depuis 2011 maintenant, avec maintenant quasiment une quotidienne tous les jours. On est aussi sur Twitch tous les dimanches pour les avant-matchs. On a une émission d'une heure et demie d'avant-match tous les dimanches sur Twitch à 17h30. Et voilà, ça fait déjà un petit panorama pas trop mal. Exactement. Du coup, votre relation actuelle avec la NFL, elle est venue comment un peu votre passion, sur le foot US? Pour en parler, quand même tous les jours depuis, presque 15 ans? C'est venu alors, si on remonte vraiment au tout début, c'est venu, à un copain qui fait découvrir ça au lycée, voilà, à l'époque, on est au début des années 2000, un pote qui se pointe avec un maillot de Kurt Warner, très précisément Kurt Warner, je m'en rappelle, au lycée, donc les Rams, c'est quoi ça? Comment tu regardes? Et cetera. À l'époque, on est, encore, au temps de la NFL sur Canal, une fois par semaine, heu pas toujours très proche de la date de diffusion. Je me rappelle qu'il y avait des rediffs le mercredi, par exemple, ce qui semble assez inimaginable aujourd'hui, mais il y a des fois où on découvrait des matchs le mercredi. Le Super Bowl était pas toujours en clair. Je me rappelle avoir regardé les premiers sur une chaîne allemande. Moi, le Super Bowl Rams-Patriots, par exemple, de 2002, de février 2002, je me rappelle, c'est mon premier en direct et je le regarde sur DSF, je crois, une chaîne allemande. Ouais, Donc je pige pas tous les commentaires, mais c'est je regarde sûr. ce qui se passe, quoi. Donc voilà, c'est venu comme ça. Après, ça a été un peu irrégulier. C'est-à-dire que quand j'étais à la fac ou en école de journalisme, je suivais un peu moins. Et puis j'ai eu des occasions avec le boulot en fait de m'y remettre dès 2007, je crois 2006-2007, quand les Steelers gagnent contre les Seahawks, où je le suis pour un magazine avec lequel je bosse à l'époque. Je le suis depuis la France, mais je le suis. Et puis derrière, donc TDA créé en 2008. Je me retrouve au chômage, enfin, je me retrouve dans un plan social, donc avec plus de temps libre en 2011. Donc, on lance le podcast à ce moment-là. Et après, ça a fait qu'accélérer, puisque 2012, on fait nos premiers matchs à Londres, accrédités par la NFL. On est accrédité pour le Super Bowl à partir de 2014. Donc moi, je fais 3 Super Bowls entre 2014 et 2016. Et après, ça déroule. Aujourd'hui, moi, je vais plus au Super Bowl, mais il y a tout le temps un membre de l'équipe qui y va tous les ans. On fait tourner ça. Et après, ça n'a fait que grossir, parce qu'au début, on n'a qu'une seule émission. Je parle du podcast. Au début, on n'a qu'une seule émission le mercredi. Ensuite, on passe au mardi-jeudi. Ensuite, on passe au mardi-jeudi, plus une petite pastille le samedi. Et cette année, on est passé carrément en quotidienne. J'ai Justement, comment vous est venue l'idée de créer ce site? Parce que, en fait, en 2008, donc j'espère que je dis pas de bêtises, c'est 2008? Ouais, c'est 2008, quand je le crée, 2007-2008. Mais c'est ça, c'est avant 2007, c'est, la saison parfaite des Patriots en 2007, donc 16-0. Je En fait, à l'époque, j'aime bien bidouiller des sites internet. C'est-à-dire que je bidouille j'aime bien la technique du truc, en fait. J'aime bien bidouiller des sites, donc j'en ai déjà créé 2 ou 3, sur des trucs musicaux, sur des trucs un peu autres. J'ai un blog sur le basket, je crois déjà à la même époque ou juste après. Et donc en fait, j'aime bien bidouiller le truc, j'aime bien créer le site même de A à Z. Alors aujourd'hui, je touche plus du tout à la technique parce que c'est devenu beaucoup trop compliqué pour moi. J'ai plus du tout les capacités à coder ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, il y a des logiciels qui permettent de faire des trucs, de bidouiller un petit peu. Les pages web, elles sont quand même vachement moins élaborées. On rappelle, en 2008, il n'y a pas de téléphone portable, en fait, Il pour y a ainsi pas de dire, smartphone, quoi. voilà, au sens smartphone. Il n'y a pas de site internet mobile. Donc en fait, les sites, on les optimise très simplement, quoi. C'est fait pour les ordinateurs. Le site, il ressemble à la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas à se galérer. Il ne doit pas faire telle taille en mobile, telle taille en desktop, etc. Donc à l'époque, je bidouille un peu. Et je le fais comme ça, quoi, en fait. Je bidouille le truc, je crée le blog, le WordPress, le machin. Et en fait, voilà, je me fais plaisir comme ça et ça reste comme ça. Après,
La première année, c'est clairement pas aussi, aussi assidu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me rappelle, il y a un trou de 3 semaines, je crois, parce que j'ai trouvé un boulot qui est loin de chez moi, donc je déménage, je change d'appart, j'ai pas internet, et cetera. Et en fait, pendant 3 semaines, il y a 0 actu sur le site. Et je reviens au bout de 3 semaines et il est remis à jour, quoi. Donc bon, aujourd'hui, évidemment, c'est inimaginable. Je peux même pas le laisser 3 jours, donc Ah oui, carrément. C'est vrai que qu'il faut l'entretenir, les sites comme ça. Et d'ailleurs, en parlant du site, ça a été quoi vos principales difficultés pour le développer? Est-ce que, ouais, et comment d'ailleurs aussi, au fur et à mesure, vous avez réussi à créer une équipe performante pour pouvoir justement qui continue à se développer sur le temps? en fait, il y a 2 trucs là-dedans. Je pense que, en fait, il faut savoir regarder un peu partout où on passe. C'est-à-dire que, en fait, bon, déjà, je suis rien sans les 30 personnes qu'on rejoint, ceux qui ont circulé. Il y en a qui ont été, qui sont restés 6 mois, il y en a qui sont restés 6 ans, il y en a qui sont là depuis 10 ans. Évidemment, sans ça, bon, voilà, on est rien, et même des conseils à la technique. C'est-à-dire que, sans, Camille qui est notre ingé son, le podcast au début, je pense que, ça marche pas pareil. Sans, Raphaël qui nous rejoint pour être le 1er. En plus, c'est aussi les pionniers qui donnent, qui montrent aux autres que ça peut marcher, donc qui attirent de plus en plus de gens. C'est un cercle vertueux, en fait. Plus le site est gros, plus c'est facile de recruter. Évidemment, le plus Mmh. dur, c'était au début. Mais donc il y a ça. Et après, en fait, sur le côté, je vais pas dire managérial, c'est pas un mot qui est très joli, je trouve, mais sur le côté gestion, en tout cas, en fait, moi, j'ai essayé d'être attentif, à ce que je voyais. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup bossé, en parallèle. C'est-à-dire que moi, je suis à plein temps vraiment sur TDA depuis 2018. Avant, j'étais sur Paris et je bossais un peu, je pigeais dans pas mal d'endroits. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qui se faisait. C'est-à-dire que j'ai bossé pendant un peu plus d'un an à l'équipe.fr, j'ai bossé pendant 4-5 ans, du côté d'Eurosport. J'ai bossé sur ma chaîne sport, donc qui est devenue SFR Sport à un moment. Ouais. Je suis resté, 10-12 ans, je crois 10 ans, je crois, sur Basket USA. Et en fait, toutes Loopcast ces aussi. expériences-là, le Hoopcast, voilà, qui était un projet de Basket USA. Donc en fait, j'ai appris de tous ces trucs-là. C'est-à-dire que, l'équipe.fr, par exemple, c'est la gestion des plannings. C'est tout bête, hein, Mmh. mais les plannings de l'équipe, de TDA, et cetera. J'aimais bien la manière dont étaient gérés les plannings quand j'étais à l'équipe.fr, donc j'ai gardé ce truc-là de la répartition, et cetera. Des trucs après dans la gestion à Eurosport, parce que j'ai travaillé avec des gens, que j'appréciais et que je trouvais aussi malin et intelligent dans la gestion. Donc je me disais: «Tiens, ils font ça comme ça» et j'essaie de le reproduire. Alors après voilà, toute proportion gardée, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose à Eurosport, à l'équipe.fr, c'est un rédacteur en chef, qui est, rémunéré avec des journalistes qui sont tous rémunérés. Il peut voilà. Moi, c'est des bénévoles, donc il faut comment dire? S'adapter à ça, en permanence, hein. C'est-à-dire que le principe du site, c'est que, les bénévoles qui sont sur le site, ils font ce qui leur fait plaisir. Il y a pas ils ont aucune contrainte. Le jour où ils en ont marre, moi, je suis le premier à leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent et qu'il y a aucun problème. Et pareil pour les chroniques, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, celui qui a telle chronique, s'il en a marre et que la chronique lui plaît plus, il passe à une autre chronique ou il change ou il fait autre chose, et cetera. Mais ce qui demande pour moi une capacité d'adaptation en permanence, de la même manière que quand on fait le planning tous les dimanches. Je le dis souvent à l'antenne, c'est pas un secret, hein, je leur demande: «Quel match vous voulez faire?» et moi je prends les restes. Mmh. Voilà, moi, je suis là pour combler les trous, je suis là pour faire tout, voilà, il y a aucune pression sur eux, quoi. Il y a aucune pression sur eux à ce niveau-là. Et après, je sais même pas moi-même, en fait, comment ça a marché. C'est-à-dire que, moi, je me suis laissé porter par le truc, quoi. Il y avait pas de projet. Je pense que des fois, ça marche aussi comme ça. Il y a des trucs, des fois, où on se dit: «Ça va être génial, je vais faire comme ça va cartonner et tout ça» et ça marche pas. TDA, c'est un truc qui s'est passé, en fait, un peu, je sais pas si c'est miraculeusement, mais au coup par coup. Je dis pas que je navigue à vue, mais c'est d'une année sur l'autre, en fait. En tout cas, je vois rarement plus loin qu'une année. À partir de quel moment vous avez senti un réel engouement pour le média? Ça a assez vite marché, c'est-à-dire que les premières années, bon, c'était exponentiel. La courbe des visites, elle montait très, très vite, parce qu'évidemment, il y avait pas faut être honnête, la question que vous me posiez au début quand vous dites, pourquoi j'ai lancé? En fait, je le lance aussi parce qu'à ce moment-là, je me dis: «Il y a pas beaucoup de sites de foot US». C'est sûr. J'aime bien ça. Moi, j'avais les 2. J'aimais bien le basket, le foot US. Bon, j'allais pas me lancer dans le basket. Il y avait Basket USA, il y avait plein de gens, voilà. Donc il y avait ce côté-là. Donc ça a fait en effet que, ça a pu prendre vite parce qu'il y avait peu de propositions, heu
professionnel, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon métier, journaliste. Donc c'était pas un fanzine, c'était pas, voilà, j'essayais en tout cas d'y mettre une patte pro, même avec des bénévoles, de les encadrer, c'est tout bête, hein, mais les premiers épisodes du podcast, moi, je m'en rappelle, il y avait peut-être un ou 2 trucs, je sais pas, qui existaient. Il y avait quelques trucs qui existaient, mais qui étaient dans un esprit, très bricolage ou amateur et que je respecte. Il y en a même que j'ai côtoyé, qui m'ont invité, qui étaient vachement sympas. Mais c'est vrai que le podcast, l'exigence jour 1, c'était de dire: «On est tous dans la même pièce, on a des micros de qualité et le rendu du son, il doit être impeccable». Et donc en fait, quand on a mis ça en ligne, les gens se sont dit: «Ah ouais, merde, en fait, c'est sérieux, quoi. Ils font un truc, ouais, c'est sérieux, en fait, ce qu'ils font». Et donc c'était ça, en fait. Je pense que moi, ça a été ça. Je suis un peu maniaque, un peu perfectionniste et c'est vrai que, bah, ça a joué aussi parce que l'idée, c'était de dire: «Regardez, on va faire un truc pro, on va faire un truc carré». Ce sera pas toujours parfait, parce que voilà, il y a les contraintes qu'il y a, même moi, hein, je veux dire, je fais des erreurs, je dis pas que, comment dire? Je dis pas que c'est parce qu'on a des bénévoles que des fois il y a des coquilles ou des machins, même moi j'en fais. Et parce que des fois je suis dans un rôle à la fois de secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, rédacteur, tu fais 3 trucs à la fois, il y a un moment où tu vas faire une erreur, hein, de toute façon c'est comme ça. Mais une fois que tu l'as accepté, tu vis mieux aussi. Donc voilà, j'ai pas une recette magique, quoi. J'ai fait le truc un peu comme c'est venu. Je pense que ça joue aussi, les gens ils sentent la sincérité du truc et après pour le moment charnière dont tu parlais, je pense que quand on commence à aller sur les Super Bowls en 2014, par exemple, Mmh. à la fois pour nous, du côté de l'équipe et du côté du public, bah, il y a un truc qui se dit: «Ouais, OK, Il y a une reconnaissance. Une voilà». sorte de C'est légitimité, ça, ouais, une reconnaissance. c'est ça. Je pense que aussi bien pour nous, pour l'équipe, parce que mine de rien, ça crée une émulation, hein, les gens qui sont dans l'équipe, Forcément. quand tu commences à leur dire: «Bon, bah, c'est bon, on va au Super Bowl», bon, bah, voilà, ils se disent: «Je suis dans un truc qui a l'air de fonctionner», quoi. Ouais. Donc je pense que ouais, 2014, c'est peut-être un petit peu cette bascule-là. Et d'ailleurs, vous vous êtes déjà dit, «Moi, un jour, on ira au Super Bowl, avec ce média?» Ou genre, c'était Hem l'objectif au début ou pas? Alors, je me rappelle une fois m'être dit, du coup, je vais avoir l'impression d'être vieux. Je sais plus en quelle année on était et je m'étais dit: «Il y a le Super Bowl 50, le 50e Super Bowl à San Francisco» et je m'étais dit: «Ce serait vachement cool d'aller à San Francisco pour le 50e Super Bowl, quoi». Le 50e, je me rappelle dans ma tête à l'époque, c'était une marque un peu, et je me disais: «Ouais, être au 50e Super Bowl, ce serait vraiment cool». Est-ce que alors je me suis jamais dit: «C'est impossible». Mmh. J'ai pas souvenir de m'être dit: «C'est impossible» et tout. Quand ils ont dit oui, je me sentais pas non plus, alors j'étais super heureux, hein, attention, mais j'étais pas non enfin, pour moi, ça restait un boulot, quoi. Donc je Mmh. suis pas Bien allé sûr. là-bas en touriste en me Bien disant: «Ah, sûr, c'est ouais. merveilleux d'être là, quelle reconnaissance» et cetera. Je me suis dit: «Non, j'ai un boulot à faire, il trouve qu'on est un média qualifié pour traiter le sujet, super, je viens». Donc encore une fois, est-ce que je m'imaginais y aller? Je sais Heu, encore une fois, ça me semblait pas impossible, mais pas facile. Ça a pas été facile, c'était pas évident de comment dire? De d'avoir les en fait, je crois que le plus dur, ça a été d'avoir les premières accréditations pour Londres, paradoxalement. Mmh. OK. C'est celle où on a eu le plus de refus. Ça a pas été facile et ça a fini par passer et parce que je me rappelle qu'on l'avait la première accréditation pour Londres, je crois qu'on a le go genre une semaine avant le match, donc ça avait été le branle-bas de combat pour réussir à prendre l'Eurostar, le machin, le truc, enfin, ça avait été vraiment à l'arrache. Le Super Bowl, je crois qu'on se fait recaler 1 ou 2 fois et qu'on y arrive, mais ouais, paradoxalement, je crois que j'étais encore plus soulagé quand on a eu la première pour Londres, parce que c'était vraiment l'impression de mettre le pied dans le truc, quoi Oui, parce que et c'était avant Londres et après le Super Bowl, quoi. c'était ça, 2012 Londres et 2014. 2014 le Super Bowl. Mmh. OK. Moi, c'est, comment ça se passe l'été, en fait? Une fois que la draft est passée, et avant les matchs donc qui débutent en septembre, mais même il y a les matchs de pré-saison un peu avant, fin août, si je ne me trompe pas. Comment ça se Mmh. passe, pendant ces presque 2 mois d'été, à part les trades et les transferts, comment faut activer le site, continuer à le faire tourner, Non, c'est une période merveilleuse parce que je dors. Moi j'aime bien ces 2 mois-là. Non, alors en effet, il y a vraiment pour moi, il y a 3 périodes. C'est-à-dire, il y a la saison septembre à février, Mmh. mi-février où
on est au taquet. Il y a un tout petit creux de 1 semaine ou 2 après le Super Bowl, mais ça reprend très, très vite. Mmh. On a une sorte de deuxième saison qui est vraiment celle des passionnés, où on va faire un peu moins de visites sur le site, sur les podcasts, et cetera. Mais il y a quand même toujours beaucoup de monde parce que, il y a la free agency, qui arrive très, très vite au mois de mars et il y a la période draft qui est quand même, je sais que vous aimez beaucoup la NBA, qui est quand même beaucoup plus importante en NFL, où il y a beaucoup plus de joueurs. Donc mathématiquement, il y a beaucoup plus d'émissions, d'évaluations, et cetera, et cetera. Donc en fait, c'est un très, très gros truc. Donc en fait, ça nous «meuble» entre guillemets, ou en tout cas ça c'est même pas meublé d'ailleurs, hein, c'est vraiment du contenu fort, pendant toute l'intersaison, donc pendant tout le mois d'avril jusqu'à fin avril, grosso modo, là, où la draft arrive. Et donc on a voilà, on a, mi-février jusqu'à fin avril où, on est plein de contenu d'intersaison, de transferts et cetera. Et en effet arrive mai, juin, juillet, c'est carrément 3 mois où là, en effet, il se passe très peu de trucs. Il y a des entraînements de printemps, mais franchement, c'est voilà, c'est pépère. On se dégourdit les jambes, au mois de mai. Il y a quelques ateliers en juin pour les rookies. Enfin, c'est pas bien violent. Très sincèrement, je plaisante à peine quand je dis que c'est le moment où je dors. C'est que c'est le moment où en effet, il faut, admettre que c'est le moment où il se passe pas grand-chose. Mmh. Et moi je le dis en fait à l'équipe, c'est-à-dire que je faisais même l'erreur moi, pendant les premières années de m'activer, de chercher des trucs, beaucoup d'articles, de machins à faire et tout ça en mai, juin, juillet. Et en fait non, c'est le moment où il faut admettre qu'on se repose parce qu'on fait une très, très grosse saison. Là moi enfin et si je prends mon cas personnel en fait de août, parce qu'en août, pour le coup, on prépare tout ce qui va se passer pendant la saison. Donc en Oui, fait, août est forcément. quasiment le mois le plus chargé. On prépare, on fait des tests, on ajuste tout ce qui va se passer pendant la saison. Après moi j'ai la double casquette, c'est-à-dire qu'en mai, juin, juillet, il y a des négociations avec les annonceurs, il y a des choses comme ça qui se passent en coulisses aussi pour la vie du site, pour que le site continue à tourner quand même, qui sont tout aussi vitales au final, même si elles ne se voient pas. Mais en termes de contenu, bah, en fait, va y avoir le point du jour avec l'actu du jour. Va y avoir quelques trucs qui tombent s'il y a des grosses blessures, des gros transferts, parce qu'il y en a encore de temps en temps ou quoi que ce soit. Mais c'est une période calme et on se dit: «C'est pas grave». Mai, juin, juillet, c'est très, très calme. On en profite, parce que encore une fois, moi, je sais qu'en fait, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, je travaille 6 jours sur 7. Il y a des nuits, il y a des machins, enfin voilà, donc en fait, tous ces jours de repos et tous ces trucs-là, bah, je les prends un peu en mai, juin, juillet, quoi. Et donc, du coup, moi, je voudrais savoir comment se passe une journée type au sein de Touchdown Actu. J'allais dire, il y en a pas vraiment, mais si, il y en a en fait. Si on prend aujourd'hui, on enregistre un mercredi. En fait, moi, je me lève tôt. J'essaye d'être à 7h30 à mon poste, 7h, 7h30 à mon poste. Je finis l'article petit déjeuner qui a été commencé par le rédacteur qui était de permanence la veille au soir. Donc, je regarde un peu je regarde tout ce qui est tombé pendant la nuit. Je complète l'article petit déjeuner. Je le publie. Je programme éventuellement d'autres articles pour la journée, s'il y a eu des déclarations un peu fortes, des choses comme ça. Derrière, on passe, alors là, par exemple, donc encore une fois, on est mercredi, donc en fin de matinée, on a enregistré notre émission du jeudi matin, celle qui va être publiée là jeudi matin à 4h. Donc voilà, en fait, ça se comment dire? Maintenant qu'on est en quotidienne, c'est assez régulier au sens où le matin, c'est, entretenir le site, entretenir les affaires courantes, répondre aux mails, envoyer les contreparties, Tipeee, des gens qui nous achètent des trucs et cetera. Préparer l'émission suivante et enregistrer l'émission suivante. C'est-à-dire que le lundi, mardi, mercredi, en fait, moi, j'enregistre le lundi, mardi après-midi, le mercredi matin, en fin de matinée. On a 3 enregistrements à la suite. Le jeudi va être un peu plus light, mais c'est pareil, ça permet de gérer des affaires courantes, de voir de gérer des choses au niveau de la pub, de gérer des choses au niveau de la prépa de l'émission du dimanche, parce qu'il y a aussi l'émission du dimanche à préparer, de programmer quelques articles. Je suis en train de regarder mon planning, en fait, en même temps pour pas vous dire de bêtises. Et puis voilà, donc il y a un match qui arrive après le jeudi soir. Vendredi matin, Forcément. réveil plus tôt, envoyer le mail, enfin voir avec qui il est dispo pour le week-end, et cetera, et les dispos de la semaine suivante. Et puis donc moi, c'est pour ça que je disais, j'ai 15 jours de repos, je me repose que le samedi et le dimanche, bah, rebelote, on réattaque sur les matchs. Comment vous voyez, vous, la NFL? Comment vous pensez qu'elle est perçue en ce moment en France? Est-ce que vous trouvez qu'elle a passé un gap ces dernières années à l'image de la NBA il y a quoi? Il y a une dizaine d'années déjà, je trouve? Mmh. Est-ce que vous pensez que la NFL, elle se développe encore plus en France ces derniers temps, depuis 4 5 ans? Ou, il y a encore, un gap de retard? Moi, je dirais plutôt que c'est stable depuis 4 5 ans.
Ok. On le voit dans nos stats. Je pense que le cap, il a été passé en fait quand beIN Sport est arrivé. Ouais. Là, ça a vraiment fait changer les choses parce qu'en fait, ils se sont mis. Je sais plus si la première année, ils diffusaient déjà le Red Zone, mais ils ont vite diffusé le Red Zone, donc qui est en fait un programme qui condense, qui est sans publicité et qui vraiment. C'est un multiplex C'est en un fait, voilà, je multiplex, cherchais le mot. exactement, comme le Voilà, foot. c'est le multiplex des matchs et c'est un multiplex surtout qui est à 19h le dimanche. C'est pas un truc à 2h du mat, c'est pas. Voilà. Donc en fait, d'avoir des matchs sur beIN tous les dimanches à 19h, bah, déjà, voilà, ça a été un énorme truc parce que c'est ce que je le disais. Moi, j'ai connu la NFL, c'était sur Canal, c'était à 2h, des fois c'était le mardi, des fois c'était le mercredi, des fois c'était. Enfin, c'était quand même un peu à l'arrache. Canal, bah, tout le monde n'avait pas, hein. Encore une fois, je vais montrer mon âge, mais moi, c'était un pote du lycée qui me les enregistrait sur VHS et qui me les refilait en cours, quoi. Donc c'était pas Internet, c'était pas les Game Pass et tout ça. Donc je pense que vraiment l'arrivée de beIN a fait un truc de plus pour la démocratisation. Il y a quand même 3 ans l'équipe qui arrive aussi. Mine de rien, c'est pas mal parce que ça fait un match en clair toutes les semaines. Et oui, C'est pas c'est en toujours clair, sur ouais, la c'est ça. ouais, c'est pas toujours sur la chaîne. Des fois, c'est pendant la saison régulière. Des fois, ils sont sur leur site internet. L'équipe live, ouais. Mais c'est ça. Mais c'est passé sur. Ça passe en clair. Au moins les playoffs sûrs. Là, je sais que ça va être encore le cas cette année. Donc voilà. Ça, ces 2 trucs-là ont été des caps. Après, on va pas se mentir, hein. Moi, je serais le premier à vous dire que je pense, alors après, je sais pas, je suis peut-être un fataliste, hein, ce sera jamais un phénomène, global, Non, non. gigantesque, ce sera toujours un sport de niche. Je Mm. pense qu'il faut pas se faire d'illusions, moi, je suis jamais en train de bosser sur le site en me disant: «Je prépare le moment où ça va exploser, où on va faire 1 million de visiteurs uniques par mois et où on roulera où il y aura des liasses de billets qui tombent du ciel», quoi. C'est un sport de niche, faut pas se voiler la face, quoi. Au bout d'un Mais moment, c'est un sport plus compliqué à développer aussi parce que c'est un sport peut-être plus compliqué à. En fait, si je compare au basket et par rapport à la NBA, un basket, je veux dire, on va dans le quartier, on a un terrain de basket, on fait du 5-5 et c'est rapide, c'est facile à jouer. Alors que bah, le football mmh, américain, il faut être bah, deux équipes de 11 à chaque fois, donc une attaque, une offense, complètement. une défense. C'est beaucoup plus difficile à jouer. C'est peut-être pour ça aussi que tant qu'en France, on va dire, c'est pas développé, et ben, on pourra pas le développer autant, en tout cas au niveau En de fait, des audiences. je pense qu'il y a ça et puis encore une fois, hein, faut pas se mentir. Vous regardez un match de basket, vous regardez 2 minutes le match de basket, vous avez compris comment ça marche. Mmh. Grosso modo, je veux dire, il y a pas besoin d'expliquer, le marché ou tout ça aux gens. Ils prennent un ballon de basket, ils vont sur leur playground, de toute façon, il y a pas de marché en NBA, on le sait tous. Donc heu, donc voilà, en plus, c'est Sauf ces hyper derniers simple. Il temps. suffit de regarder un match NBA. Voilà, il suffit de regarder un match NBA, bon, on prend le ballon, on shoot, ça marche. Vous regardez un match NFL avec quelqu'un, faut un petit temps pour lui expliquer comment ça marche quand même. Ouais, j'ai essayé avec ma Donc mère, l'an dernier pour les playoffs. non, mais voilà, je veux dire encore une fois, faut pas se mentir là-dessus. C'est un truc qui est culturel chez eux, ils sont nés avec ça, voilà, c'est pas évident à expliquer. L'atout, qui est mis en avant, on a reçu notamment le président de la fédération internationale dans l'émission, Pierre il y a Crochet. 2-3 semaines. Nous, on l'a interviewé en début d'année, au Grand Rex. OK. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait la soirée au Grand Rex. Bah voilà, donc vous l'avez entendu du coup si vous avez l'interview, eux, l'atout c'est le flag football. C'est de Oui. dire, on va pousser le flag, qui est une version qui est plus simple, qui est sans contact, et c'est vrai, ça retire en fait pas mal d'inconvénients, dont tu parlais. Il y a pas à être 11, il y a pas à se rentrer dedans, Mmh. ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, après est-ce que le flag va prendre? C'est impossible à prédire, je leur souhaite, mais c'est impossible à prédire et après encore une fois, bon, même si ça prend, on sait bien que ce sera dans des proportions contenues. C'est-à-dire que ça va jamais, être à l'échelle du basket ou même du rugby. Je veux dire, culturellement, voilà, moi j'ai jamais habité dans le sud, mais de ce que j'en comprends, c'est une culture qui est omniprésente, dans le sud, comme le foot US en fait fait partie de la culture aux États-Unis, le rugby fait partie de la culture de certaines régions de France, quoi. Donc, le foot US va pas passer devant le rugby, hein. Non, je pense que ce sera impossible. Comment vous aideriez et vous donneriez des conseils, à des gens qui aimeraient justement créer un média, sur le sport US, on va dire en général, parce que le foot US, c'est assez compliqué, mais sur le sport US en général?
c'est dur, hein. Donner des conseils. Non, mais bah, déjà, faut aimer le truc, ça c'est sûr. Après, les trucs clichés, faut pas compter ses heures, machin et tout. Alors oui, évidemment, après c'est propre à chacun. C'est-à-dire que voilà, moi j'étais à fond dans le truc et ça me dérangeait pas de pas avoir de vie sociale, de rater plein d'anniversaires, de rater Noël et tout ça. Bon, après, je vais pas dire aux gens sacrifiez votre vie sociale et ça va marcher parce que c'est pas une recette, hein. Non, vraiment, honnêtement, faut croire dans le truc et être sincère. Évidemment, faut taffer. C'est-à-dire que surtout, en fait, en plus, aujourd'hui, on est dans un truc où tout le monde donne son avis. Des avis, il y en a partout. Il y en a sur Twitter, il y en a sur Facebook, il y en a sur machin, etc. Donc, bah, il faut apprendre des trucs aux gens, il faut les divertir. Mais il faut être sincère. Je pense que vraiment, c'est un des trucs qui est important. Je pense que on le voit dans les médias basket, on le voit dans tous les médias. En général, les gens sont quand même beaucoup plus éduqués aux médias qu'avant. Mm. C'est pas de manière péjorative, hein, je dis éduqué vraiment dans le sens positif de la chose, mais les gens maintenant savent comment ça marche. Ils savent comment ça marche Internet, ils savent comment ça marche souvent un micro, une caméra, une machin, ils savent comment ça se passe. Et souvent, je sais pas vous, mais moi je parle à plein de gens qui disent ah ouais, mais ce chroniqueur-là à la télé, on sent qu'il fait exprès de balancer des trucs pour balancer des trucs et faire du buzz. Ou voilà. Je pense que vraiment, faut être sincère, en fait, avec les gens. Les gens, ils le voient. Je prends l'exemple de Trash Talk, par exemple, hein. Je sais pas si on peut parler, de tout le monde, dans l'émission, mais voilà, Bastien, les gens, ils savent qu'il est sincère. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Moi, j'ai bossé pour Basket USA, voilà. À Basket USA, on faisait le Hoopcast, on a fait d'autres trucs et tout, mais on le faisait à notre sauce, on s'est jamais forcé à être ce qu'on n'était pas et cetera et voilà, je pense que c'est pour ça que ça marchait. Et dans plein d'autres médias. Et donc à TDA, je pense qu'on essaie de faire pareil. C'est-à-dire qu'on ne se force pas à faire tel ou tel débat ou à faire tel ou tel clash ou tel machin. Encore une fois, soyez vous-même fidèle au truc que vous voulez faire, fidèle à vous-même. Et encore une fois, le taffer à fond. Parce que c'est un peu ce que je disais avec les premières émissions, quoi. C'est-à-dire que bah oui, avoir du son qui marche, qui est correct, qui est propre, qui est machin, voilà, bah, ça montre aux gens que vous faites le truc sérieusement. Travailler, avoir des infos, apprendre des trucs aux gens, et pas juste venir balancer son avis et s'ajouter à la montagne d'avis qu'on a maintenant, en fait, quoi. Je pense Clair. que les infos restent. Après, moi, je suis un naïf, hein. Je suis un naïf. Je pense toujours que les gens viennent pas pour la personnalité et qui viennent pour apprendre des trucs et se divertir. Et je trouve que les infos restent. Quand il y a du fond, ça reste toujours. Si c'est que votre personnalité, au bout d'un moment, si c'est que balancer des trucs, des blagues et des machins, bah, au bout d'un moment, les gens ils se lassent et je suis pas sûr qu'ils reviennent en fait. Donc, pour moi, ils viennent pour l'info. Mais c'est parce que j'ai une formation de journaliste au fond et que si je faisais pas du foot US, je ferais autre chose et je ferais de l'info parce que j'aime bien ça. Et pour moi, les gens, ils viennent pour l'info en fait. Ils viennent pas pour moi. Ok. Bon, maintenant, on va passer à l'actu NFL et surtout ce qui arrive, forcément, c'est les playoffs. Les playoffs donc, qui commencent le 14 janvier avec les premiers matchs de wildcard. On va aller direct dans le fond. Pour vous, quels sont les... Même si, alors, il y a quelques équipes qui ne sont pas encore qualifiées, Mhm. mais pour vous, quelles seraient les surprises de ces playoffs? Est-ce Ah, les que... surprises. Ouais. Les surprises. Parce que bon, les Jaguars, c'est pas encore fait. Il leur reste le match face aux Titans à gagner, Mhm. mais c'est presque fait. Les Giants, déjà, par Mhm. exemple, ils sont déjà qualifiés pour la première fois depuis 2016. Est-ce Alors, que... surprise qu'ils soient là, clairement, les Giants et les Jaguars, hein. Ça, c'est. Il y a pas de, il y a pas de débat. Giants comme Jaguars, c'était quand même très difficile de les voir venir. Les Jaguars, c'était d'autant plus difficile de les voir venir qu'ils étaient encore dans un bilan largement négatif il y a 4 semaines. Ils sont Ouais. sur une série de 4 victoires, donc ils sont revenus comme des balles. C'est une très bonne surprise des Jaguars parce que c'est une équipe qui est en souffrance depuis 2 ans, donc ça fait plaisir. Il y a un jeune quarterback, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux talents dans la ligue. Les Giants, c'était vraiment plus inattendu. Là, c'est presque plus, pas plus parce que les joueurs font le Miraculeux. boulot, mais ouais, j'allais dire, c'est plus un fait de coaching quasiment. Hmm. Autant les Jaguars, on se disait, ils ont des jeunes bons joueurs, ils vont progresser. Autant les Jaguars, le nouveau coach reprenait un peu le même effectif. On se disait, bon, c'est hyper limité, voilà, il n'y aura pas de miracle. Et en fait, ils ont eu un peu de bol. Ils ont gagné des matchs très serrés, mais ils ont toujours été là, c'est à leur honneur. Donc voilà. Après, ceci étant dit, Jaguars comme Giants, c'est pas dit que ça aille très loin en playoff, par contre. Forcément. Mais déjà, il me semble que l'an dernier, ils ont, à un match près, ils ont failli se qualifier, les Giants, en playoff. Si.
les Dolphins ne se qualifient pas en playoff, ce qui doit être le cas limite. Est-ce que ça serait un échec pour vous au vu de leur perte de receveur en tout cas? Bah, il y a eu plusieurs équipes, dont les Dolphins, en effet, qui avaient fait un très bon début de saison et puis Mmh. qui ont eu une deuxième partie de saison très très compliquée. Pour les Dolphins, il y a quand même l'excuse des blessures. Tu as Tagovailoa qui a 2 commotions cérébrales cette année. Il y a Teddy Bridgewater en plus qui se blesse, donc son remplaçant qui se blesse. Enfin, ça n'a pas été évident. Je pense qu'aussi les coordinateurs défensifs adverses ont un peu pris la mesure de ce qu'ils faisaient en attaque, donc ils les ont ralentis aussi au niveau du système. C'est un semi-échec parce qu'ils avaient vraiment commencé très très fort. Vous le disiez bien, ils ont des super receveurs, il y a quand même du monde dans l'effectif, donc c'est un semi-échec. Je pense pas que ça leur coûte, enfin je pense pas que ça mette en danger qui que ce soit, il y a pas des têtes qui vont tomber ou quoi que ce soit, mais disons que l'année prochaine, ils seront vraiment attendus au tournant et ce sera play-off ou rien quoi l'an prochain. Mmh. Du coup, Heu on va parler de Tom Brady. Comment vous définiriez sa saison? Et est-ce que pour vous, ça a été un bon choix de revenir de cette retraite très rapide? Bah, définir cette saison, il est surhumain, quoi. C'est-à-dire, non, mais moi, je veux bien. Le gars, il a donc 45 ans. Mmh. Il Il a a pris passé ça. plus de temps en NFL qu'avant qu'il soit drafté. C'est ça. Il a 45 piges. On n'avait jamais vu un quarterback jouer au niveau au-dessus de 40 ans. Donc là, même s'il est un peu moins bon qu'avant, comment je pourrais dire autre chose que monstrueux? Parce qu'il est quand même très solide. Et donc, être très solide en NFL à 45 ans. Je sais pas, moi j'ai 37 ans, je me lève, j'ai mal au genou, donc je vais pas lui dire à 45 ans: «Ouais, quand même, là, tu as un peu baissé de rythme», quand le mec de 120 kilos t'est tombé dessus, quoi. Donc non, c'est monstrueux. En termes de niveau de jeu pur, je pense qu'il est toujours dans les peut-être 10 premiers, 10 meilleurs quarterbacks de la ligue. Il est plus dans le top 5 probablement, je les ai pas tous en tête, mais je pense qu'il est plus dans le top 5, mais il est toujours là, il gagne toujours des matchs en fin de match. Alors c'est pas joli joli, ils gagnent au raccro depuis le début de l'année, ils ont pas beaucoup de rythme, ils sont pas mais ils seront quand même en play-off, mais il fait quand même ce qu'il faut en fin de match et j'ai quand même pas envie de l'affronter en play-off si je suis n'importe quelle autre équipe, hein. C'est clair que moi, plein de fois, il y a des matchs où je le regardais, ils étaient nuls en première mi-temps. Mmh. Je me faisais chier en les regardant et à la fin, je vais me coucher, je rallume et je vois il a gagné, dans le dernier quart-temps, ils ont mis, 21 points. Je suis là: «Mais pardon, Mmh. mais comment? Comment?» enfin, Non, mais c'est vrai que c'est fort en fait avec le- et en les joueurs plus comme ils sont athlétiques, comme les joueurs sont athlétiques dans cette ligue, de le voir quand même et en performer à cet âge-là, c'est quand même incroyable. et en plus, il a perdu Rob Gronkowski aussi cette Mmh. saison. Ouais, non mais Ce qui était son meilleur ami quasiment, hein. Tom Enfin, Brady, c'est le mec de 45 ans, sur le terrain de basket, en fait, quand vous allez sur un playground, qui joue à 2 à l'heure, mais qui a tous les moves justes, mmh, qui sait tout le temps être au bon c'est endroit, ça. qui sait tout le temps prendre le shoot, qui est ouvert de 4 centimètres au-dessus de vos doigts, qui voilà. Et vous Et du pensez il coup, va Tom prendre sa Brady, retraite? voilà, c'est ça ce que j'ai demandé. Le truc, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait continuer, même changer d'équipe. Ouais. Ah ben moi, Justement. j'exclus plus rien. C'est-à-dire que Tom Brady, moi, tant qu'il est pas dans la tombe, j'exclus plus rien. Donc, c'est tout à son honneur, hein, c'est incroyable. Je vais pas dire c'est presque un peu triste parce qu'on va pas rentrer dans le ragot et tout, mais ça a l'air de lui avoir coûté toute sa vie personnelle, et cetera. Il a que ça. Mmh. C'est incroyable, hein. C'est mais oui, du coup, moi, j'exclus absolument pas le fait qu'il joue l'an prochain, hein, clairement. Est-ce que ce serait quelle serait votre plus grosse, en tout cas, confirmation cette année? Genre un joueur où vous êtes dit: «Lui, il va tout cartonner» et il a tout cartonné cette année. Même une équipe. Ouais, oui, un joueur, une équipe, bien sûr. Je serais de mauvaise foi si en fait, j'aimerais bien répondre les Eagles, mais je serais de mauvaise foi parce que moi, je l'ai pas vu venir. C'est-à-dire qu'ils étaient bons en fin de Mmh. saison dernière, ils finissent bien C'est vrai, ils vont en et playoff. ouais et j'avais ce truc de me dire: «Ah, Jalen Hurts quand même, le quarterback, pas sûr, pas sûr». J'étais du même Mais avis. voilà, mais et ben, en fait, voilà, ils sont à 13-3 aujourd'hui, ils vont peut-être avoir la première tête de série de la conférence. Ils ont dominé toute l'année. Alors ils sont pas dans la meilleure dynamique à l'approche des playoffs, mais ils sont très, très forts. Vraiment, je pense que, ouais, si je dois en donner un, en termes de confirmation, c'est ça et à la limite, dans la conférence NFC, les Eagles, dans la conférence AFC, les Bengals qui ont confirmé leur Super Bowl, mine de rien, ce qui est jamais facile à faire. C'est Un clair. Super Bowl très, très jeune, perdu, et finalement quand même, une saison qui commence difficilement, mais qui au final, bah, il confirme tout. Joe Burrow, super quarterback et je le disais un peu avec les Jaguars tout à l'heure, avoir des jeunes quarterbacks qui arrivent, c'est toujours génial. Là, Joe Burrow, si tout va bien, on touche du bois, on l'a pour 15 ans, quoi.
Ouais, on espère en tout cas. C'est un super joueur. Alors du coup, on va partir sur vos pronostics. Donc ça sera sur le MVP, le rookie de l'année, donc il y en a un défensif, offensif et les 2 équipes qui iront au Super Bowl. Donc le MVP, on va dire Patrick Mahomes, qui est favori large, enfin large, je suis méchant, qui a gagné par élimination aussi, on va dire, puisque Jalen Hurts s'est blessé, Josh Allen a baissé de régime, donc voilà, il y a ça qui a joué. Et puis encore une fois, il banalise un petit peu tout ce qui est incroyable niveau statistique. C'est un peu le LeBron James, on va dire, de la NFL Mmh, en ce moment, quelque chose c'est comme vrai, ça. je suis d'accord. Ou Donc, Kevin Durant. ouais, ou Kevin Durant, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, non, je pense Patrick Mahomes assez aisément, vu que mon chouchou Justin Jefferson s'est planté en semaine 17. La fin du rêve pour les receveurs. Ouais. Du coup, le rookie de l'année? Rookie, donc en défense, je vais dire Sauce Gardner, le cornerback des Jets, qui a été impeccable sur toute la saison et qui a été un des moteurs de leur renouveau, notamment défensif, même s'il y a eu un petit moment où c'était global, mais il a surtout été défensif. En attaque, ouais, je recherche receveur, donc moi je dirais Chris Olave parce que c'est le premier qui me vient, et donc j'ai peur d'oublier quelqu'un. Parce qu'il y a Brissy Hall qui avait très bien marché au sol. À un moment, on était sur un duo de Jets, Brissy Hall, Sauce Gardner pour les rookies, mais Brissy Hall se blesse. Kenneth Walker a eu quelques absences avec Seattle aussi, où il était très bon. Et donc voilà. Et donc Kenny Pickett, qui est un peu le seul quarterback qui s'est montré, enfin, même si Desmond Ridder a été titulaire plus tard, mais Kenny Pickett est un peu juste quand même Mmh. en termes de production. Donc je vais rester sur Chris Olave en espérant que j'oublie pas quelqu'un. Ah, j'oublie Garrett Wilson en attaque. Je viens de tricher en regardant sur Internet. J'oubliais le rookie Garrett Wilson des Jets qui a pris Ah plus de oui, milliards quand même à la réception. ah OK, c'est pas Donc mal. on peut avoir un Bon, duo Jets. exactement. Du coup, vos 2 équipes, à votre avis, favorites, pour aller en tout cas au Super Bowl? AFC, c'est vraiment dur parce que Bengals, Bah, Bills Bills et et Chiefs, Chiefs, c'est les 3 c'est favoris c'est limite pour incroyable. gagner, quoi. Oui, c'est ça. C'est les trois favoris du Super Bowl, hein, de toute façon. Donc, il y en a qu'un des trois qui peut jouer le Super Bowl déjà, donc ça Mmh, va éliminer de dingue. Il y en a un qui va peut-être devoir jouer les deux autres en playoff pour passer. c'est ça. Donc normalement les Bengals. Voilà. Il faudrait remonter Bills puis Chiefs dans la configuration actuelle. Donc, les Bills devraient aussi faire Bengals puis Chiefs. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, un de ces trois-là, je vais me décider après, mais un de ces trois-là en AFC et en NFC, c'est San Francisco est sur une bonne dynamique, mais ils ont du mal Ouais. à faire des playoffs complets depuis quelques années. C'est vrai. Donc, les Vikings, les Bucks, les Cowboys, c'est vraiment alors, autant on a trois favoris en AFC, autant en NFC, en fait, C'est indécis. ouais, voilà, quel que soit le participant au Super Bowl, je crois que je tombe pas de ma chaise, quoi. Eagles, 49ers, Vikings, Buccaneers, Cowboys, ces cinq-là, en tout cas, et même à la limite, Packers, s'ils passent, si les Packers Mmh. sont en playoff, bah, pourquoi pas aller voir en finale de conf, voir plus loin à l'expérience. C'est hyper compliqué. J'ai peur pour la blessure de Jalen Hurts, sinon j'aurais dit Philadelphie. Il est blessé jusqu'au Super Bowl, Jalen Hurts, c'est fini? Non, alors en fait, il est Ah. blessé à l'épaule depuis 2 semaines. Il doit revenir là cette semaine, Ah mais OK. une blessure en NFL, 2 semaines d'absence, ça veut dire que pour le commun des mortels, on aurait été à l'hôpital pendant 4 mois. Donc, on ne sait pas dans quel état il est, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on ment beaucoup. Heu, je vais dire, allez, soyons fous, je vais dire les Cowboys. Je vais dire OK. l'année des Cowboys, le Ah truc oui. dingue, Du Micah coup, Parsons et la défense en feu, voilà. Allez, soyons fous, je vais dire Cowboys contre les Bills parce que, ma malgré parce que l'événement qui s'est passé, pour Damar, Hamlin. ouais, en fait, je vais dire presque, je vais pas dire à cause de ça parce que c'est pas du tout, l'idée, évidemment que les joueurs sont traumatisés, mais ce serait pas la première fois non plus qu'on voit des joueurs en mission, en fait, pour un de leurs coéquipiers. Ah, C'est ce qu'on disait, on a comparé ça avec, par exemple, les Lakers avec Kobe Bryant, l'année de la bulle en par 2021. exemple.
Ouais, Il, par il est exemple. décédé au début d'année, et derrière, ils font la bulle et ils gagnent, ils sont champions pour lui, quoi. L'hélicoptère de Kobe, il est pas tombé sur le Staples Center. C'est sûr. Mais ah non, ça s'appelle plus le Staples Center, autant pour moi. Crypto.com Arena. Crypto.com Voilà. Arena, ouais. Ah, en attendant le crash des cryptos, alors ça changera de nom l'année prochaine. Mais, mais non, mais après, je plaisante, mais parce que malheureusement, on n'a que l'humour dans ces cas-là. Enfin, moi, je réagis par l'humour, chacun son truc. Mais encore une fois, alors en fait, avant même ce qui est arrivé à Hamlin, malheureusement, je me disais, les Bills, ça faisait 2 ans qu'on les voyait arriver en playoff en disant ils sont très très forts, c'est l'année ou jamais, etc. Là, on a eu des doutes pendant la saison régulière. Il y avait des moments où ça a un peu baissé, où Josh Allen a fait des erreurs, etc. Et je me disais, c'est presque typiquement l'équipe qui va arriver en playoff où on va douter et qui va se transcender à ce moment-là parce qu'on va en attendre un petit peu moins que les autres années. Et peut-être que ça va les libérer un peu parce que tout le monde va leur vendre les Chiefs, tout le monde va leur vendre les Bengals, etc. etc. Et que peut-être finalement, ça va libérer le truc. Crois qu'ils ont battu les Chiefs du coup en saison régulière en plus parce qu'il y avait ce petit complexe-là face aux Chiefs qu'ils avaient déjà qu'ils avaient rencontré plusieurs fois, qu'ils les avaient sortis en finale de conférence. Ça, ils ont battu les Bills. Les Bills ont battu les Chiefs 24-20 en saison régulière. Ok. Donc, ouais, moi je dirais les Bills. Encore une fois, en espérant par contre que ce soit pas une histoire tragique au sens où l'espoir c'est que Hamlin il soit là dans les tribunes par exemple ou quelque chose comme ça, quoi. On espère pour eux, c'est sûr. Du coup, votre surprise de la saison, on va dire, une équipe et un joueur, en surprise. Je pense que pour l'équipe, c'est dur de pas dire les Jaguars quand même. Ouais, Heu, à la fois sur, ce qu'on attendait d'eux au début de l'année, sur leur début d'année et leur rush de fin de saison incroyable. qui Je était pense que pire si on équipe il y a un an. Pire équipe il y a 2 ans, pardon, pour la bah, draft. 2 ans de suite en fait. À Ils 2 ça ans fait de 2 suite. ans de suite qu'ils ont le Ils ont premier choix de premier la choix de draft. draft, ouais. Donc c'était quand même une équipe en sérieuse galère. Même en début d'année, bon, il y a des petites éclaircies, on se dit: «Ah, c'est pas mal, mais il va falloir du temps, c'est des jeunes, ils vont grappiller quelques matchs» et puis voilà. Là, ça commence à quand même ressembler à quelque chose de plutôt consistant, de Mmh. plutôt cohérent, de plutôt séduisant aussi. Donc franchement, comme ça, là, c'est la première qui me vient. J'ai du mal à voir une surprise prise plus belle que ça. Et au niveau des joueurs, c'est pas évident, qui a confirmé et qui a été pas mal? En train de regarder un petit peu le classement pour tricher. Le retour en forme de Saquon Barkley, ça fait toujours plaisir du Oui, côté des Giants, ça c'est sûr. Micah Parsons a été exceptionnel du côté de Dallas, surtout en début de saison. Mmh, mais c'est pas comme l'an c'est dernier. ouais, voilà, j'allais dire, c'est pas vraiment une surprise. Allez, tiens, Jared Goff, OK. j'ai envie Ouais, j'ai ouais, envie ouais, d'être des Lions. sympa. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne surprise. Qui Je vient de suis d'accord. se tailler, mine de rien, bah, il vient de se refaire une respectabilité, quoi. Il avait été un peu jeté comme un Totalement. malpropre, voilà. Honnêtement, je faisais partie de la longue liste de ceux qui croyaient pas trop, dans le projet. Moi, j'étais persuadé que c'était un quarterback vraiment de transition aux Lions en attendant qu'il trouve mieux, et cetera. Aujourd'hui, c'est pas dit. C'est pas dit qu'il soit pas là pour, un peu plus longtemps, qu'il puisse, faire des choses autour de lui. Ils ont manqué de régularité cette année, mais ça fait plaisir pour lui. C'est un ancien 1er choix de draft, donc c'est toujours bien pour lui de le revoir, marcher, quoi. Ouais, bah, bon choix. Et votre plus grosse déception? Et pourquoi les Rams? Je Ah sais pas si alors on peut dire une déception parce que on ouais, savait qu'ils ont tout misé l'an dernier pour avoir un Super Bowl. Ils l'ont eu et voilà, maintenant, ça va être une alors longue grosse construction, je pense. non seulement il y a ça, le all-in de l'an dernier, mais je pense qu'il y avait aussi l'intersaison qui était pas très rassurante. Au Mmh. sens où quand il y a, le coach et le meilleur défenseur de l'équipe, qui flirtent avec la retraite, «Je sais pas si je continue, si Mmh. je reviens. Ah bah, finalement avec 130 millions de dollars ça peut s'arranger». Bah, on sent qu'ils sont pas dans les dispositions incroyables pour le back-to-back, quoi. Donc j'étais pas alors j'aurais pas dit qu'il tombait à 5-11 et que ce serait la cata que ça a été, mais honnêtement, j'étais pas non plus, hyper en confiance, voilà, sur les Rams. Pas dire encore une fois, hein, je vais pas dire que j'avais vu venir le 5-11. Non, du côté des déceptions, je pense que la plus grosse, c'est Denver. Je pense que Oui, la plus aussi, la ouais, plus grosse, Russell c'est Denver. Wilson, clairement. Russell Wilson qui arrive, nouveau coach, Nathaniel Hackett, jeune génie offensif. Russell Wilson, il aurait pu être MVP par le passé, patati patata.
Ça a été une catastrophe, mais d'une ampleur Et j'ai incroyable. regardé le match en entier en plus, où ils en prennent 51 contre les Vikings, c'est ça? Mmh. Oh Mmh. mon Dieu, c'était Bah, tellement drôle. ils en ont pris quelques fois, hein, des cartons, mais je veux dire, le pire pour eux, c'est que c'est même pas, je veux dire, on taquine la défense quand ils prennent un carton et tout, mais la défense, ils ont été hyper courageux. Ils C'est une des meilleures défenses de la ligue pendant, je sais pas, 15 semaines et en fait, ils craquent quand ils en prennent, 50 contre les Rams, mais ils craquent pourquoi? Parce qu'à la fin, ils sont à bout de nerfs, c'est-à-dire que l'attaque, elle marque 10 points par match. Au bout d'un moment, les mecs deviennent fous, quoi. Non Et mais on l'a vu, hein, d'ailleurs, sur le banc de ils touche, ça prennent craquait 2 de partout, interceptions, des fumbles partout, non mais le match, c'est tout leur souriait aux Rams, c'était ouais, c'était ouais. c'était hallucinant. Non, mais c'est vrai que c'est dur de garder cette concentration défensive quand on voit que ton attaque ne fait pas le boulot de son côté aussi. Ah bah, c'est vraiment une des Euh, spécificités, hein, pour vos auditeurs qui regardent peut-être pas trop le foot US. On peut quasiment dire que l'attaque et la défense, c'est 2 équipes différentes, en fait, dans une équipe de foot US. Mmh. Et qui vivent enfin, je vais pas dire qu'ils vivent pas ensemble, mais au final, les défenseurs côtoient les défenseurs, toute l'année, ils se préparent et cetera, ils s'entraînent, bon et en plus les défenseurs souvent les titulaires s'entraînent contre les remplaçants et cetera. Eh oui. Donc ils font leur vie, les défenseurs, ils se disent: «On est bon, on est une bonne défense, toutes les semaines on va au charbon, on limite les attaques adverses», des bonnes attaques en plus de temps en temps, voilà, ils sont quand même solides, et en face, donc à chaque fois ils sortent du terrain, ils disent: «Nous on a fait notre taf» et ils regardent leur attaque. L'attaque elle fait, course, course, passe, on sort, c'est à vous. Heu, ouais, vous pouviez pas rester un peu plus longtemps sur le terrain et marquer des points éventuellement? Parce que nous on fatigue un peu, quoi. Donc c'est ça le truc, hein. C'est parce que là où au basket, on va pouvoir dire, bah, voilà, untel, il fait pas trop d'efforts défensifs, mais il plante 40 points ou je sais pas, je prends l'exemple extrême pendant la coupe du monde où il disait tout le temps: «Bon, bah, Mbappé, il défend pas, mais voilà, derrière, il va planter des pions». Et on comprend plus ou moins le truc, mais ils sont sur le terrain en même temps et à la limite, en fin de match, Mbappé, il va redescendre faire un effort, il va aider. Là, Russell Wilson, il peut jamais rentrer faire une interception ou mettre un sac, pour dire: «Allez les gars, je suis avec vous», quoi. Donc donc non, là, c'est juste les mecs de la défense, ils font leur taf, ils sortent, ils regardent les mecs de l'attaque faire n'importe quoi, ils re-rentrent, ils regardent les mecs faire de l'attaque faire n'importe quoi, ils re-rentrent et ils deviennent fous, quoi. Et on l'a vu, ils étaient quasiment à se battre, les uns entre les autres à la fin de l'année, quoi, tellement ça devenait, c'était fou, quoi. Après, en plus, ils ont quand même eu la division la plus relevée, hein. C'est clair que c'était une division de très, Ouais, très, ils très avaient corsée, c'est vrai en plus, ouais, ils avaient une division mais costaud, mais encore une fois, sur les attentes d'intersaison, ah oui, on c'était s'attend pas à ça, c'est sûr. ils étaient censés avoir un meilleur quarterback, un meilleur coach et l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ils tournent vaguement autour des 50 de victoire. Ça fait quelques années qu'ils tournent un peu autour de ça. Mmh. Donc on se dit pas, ils vont descendre à 4 victoires. On se dit: «Ils doivent monter à 10, ils doivent», mais non, ça a été, Ah, ils sont à 2 doigts de regretter Drew Lock, hein, c'est sûr. beh, non, mais c'est ça qui est dingue. L'an dernier, ils jouaient avec Teddy Bridgewater et Drew Lock et ils s'en sortent avec plus de victoires. Une dernière petite question et après on finira sur une nouvelle rubrique. Est-ce que le phénomène Brock Purdy vous étonne? Et où est-ce que pourront d'ailleurs aller, les 49ers avec lui? Hem, On rappelle, Brock Pas Purdy, dernier joueur drafté de la mmh, draft, cette saison, 256e, c'est ça? ouais, Mister, Irrelevant, mmh. donc est-ce que Alors, ça vous étonne? pas vraiment. Alors OK. ça fait on dirait que je me la pète quand je dis ça. Pas v Non, pas vraiment au sens où bon, alors déjà, le fait qu'il soit dernier choix de la draft, c'est significatif parce que oui, c'est symbolique le dernier de la draft, mais après il y a quand même des joueurs non draftés qui sont donc derrière lui, qui ont Bien déjà sûr. réussi dans la ligue. Et en fait, après, il y a le contexte, c'est-à-dire qu'il tombe à San Francisco, dans une équipe qui, avec un coach surtout qui sait ce qu'il veut dans des joueurs, qui les étudie bien avant de les sélectionner. Donc même s'il va le sélectionner dernier, il sait que ça va correspondre à ce qu'il veut faire, qu'il a des capacités, des caractéristiques qui lui plaisent. Ils font rarement n'importe quoi à ce niveau-là, du côté de San Francisco et en plus, bah, Kyle Shanahan, donc le coach en question, on a l'impression que dès qu'il y a des blessures, et il y en a beaucoup, dans leur, dans Ouais, leur ces équipe au dernières fil des années, ils ont années, été, beaucoup, ouais. hem, mais bah, il arrive toujours en fait à ce que le mec qui est derrière joue bien et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors évidemment dans une certaine limite, là on pouvait pas garantir que ça allait marcher pour Purdy, mais voilà, il fait un bon boulot de quarterback bien coaché. Heu, c'est pas sûr qu'il aurait réussi en fait, là où je dis que je suis pas surpris, c'est que je me dis, ça me surprend pas parce que c'est à San Francisco, ça aurait été dans une Mmh. autre équipe, ça m'aurait plus surpris parce que je me serais dit: «Ah oui, là, il aurait réussi ça, je sais pas, avec les Jets ou les Dolphins».
je me serais dit: «Ah ouais, le mec arrive de voilà, c'est pas forcément facile à prendre en main». Là, on sait qu'avec Shanahan, il va être mis dans des bonnes conditions. Donc et des fois, c'est peut-être un biais, peut-être que c'est pas forcément le cas ou peut-être qu'on est débiaisé par des choses qu'il a fait par le passé, mais on se dit: «Shanahan a tellement bien travaillé avec tellement de quarterbacks», parce que même quand il était coordinateur, quand il était passé, il a bossé avec des Kirk Cousins, avec des machins, enfin, il a fait bosser plein de quarterbacks, même avec des profils différents en plus correctement. On se dit: «Bon, voilà». Après, de là à ce que l'attaque continue à tourner aussi bien, qu'il perde pas un match depuis qu'il est là, que ça déroule et qu'il soit toujours dans les favoris pour les playoffs, bon, là, pour le coup, ce serait prétentieux de dire: «Ouais, ouais, j'avais vu ça venir, je savais que ce serait tranquille, quoi». Et du coup, vous pensez qu'ils vont aller où les Niners, avec lui? Ils sont Bah, 3e, il me semble? oui, ils sont autour de ça, ils sont encore en lutte là, même pour la première place, selon les résultats de la dernière semaine. OK. C'est c'est pas évident à dire. Alors évidemment, la semaine de repos, ce serait pas mal parce que ça ferait un match de moins enchaîné. Est-ce qu'ils peuvent gagner 3 ou 4 matchs de suite en playoff comme ça avec Brock Purdy? Bah, la question, ça va être, qu'est-ce qui va se passer le jour où leur défense est débordée et où il faut, avoir du répondant face à une défense un peu costaud? Ça, on aura la réponse En playoff. que en playoff et on l'a vu, hein, c'est un peu des fois la limite avec les quarterbacks, de «système» entre guillemets, de Shanahan et cetera. Ils étaient au Super Bowl il y a donc 3 ans maintenant, 2 ans, Oui, c'est ça, contre contre les les Pats. Chiefs à Ah Miami. non, les Chiefs, oui. Ouais, contre les Chiefs. Ils mènent de 10 ou 11 points dans le dernier quart-temps et en fait, ils prennent un éclat, parce que Patrick Mahomes prend feu et c'est le moment où, bah, votre quarterback de système un peu gestionnaire, il peut pas suivre, quoi. Mmh. Donc heu, donc ce sera toujours le test, quoi. Après, on a vu des mecs prendre feu sur une campagne de playoff et être incroyables alors qu'ils étaient pas hyper cotés. Donc c'est un peu la magie de la NFL, hein, de toute façon, c'est des matchs à élimination directe, c'est comme quand on regardait la coupe du monde, quoi, hein. On gagne, on rentre à la maison, n'importe qui peut prendre feu sur un match, c'est l'intérêt du truc aussi, hein. OK, très bien. On va passer à notre, dernière rubrique, 2 minute warning, on l'a appelé. Donc, c'est simple. Le principe, il est simple. On a, bon, 2 minutes 30 à peu près. On a plusieurs questions et donc à chaque question, vous aurez 2 réponses par question et il faudra en choisir qu'une et bien sûr, il faudra répondre au plus de questions possible. Donc, je vais démarrer. J'espère que vous êtes prêts. Attention, on est Allez, parti déjà dès le début, fort. Allez, top. Tom Brady ou Peyton Manning? Tom Brady, Steelers ou Patriots? Patriots, Super Bowl préféré, Patriots Atlanta Falcons ou Patriots Eagles? Patriots, Seahawks, le 48. OK. Je triche. Allez, dans les nouveaux stades, Allegiant Stadium ou SoFi Stadium? SoFi, Marquer un touchdown sur une réception à une main ou marquer sur un retour de punt de 80 yards? réception, Jouer QB ou receveur? receveur, Jamar Chase ou Cooper Kupp? Cooper Kupp, Trevon Walker ou Aiden Hutchinson? Hutchinson, Kenny Pickett ou Brock Purdy? Pickett, Tom je Brady sais ou pas. Bucks ou aux Patriots? Aux Patriots, storytelling à l'américaine. Qui On ira au va Super revenir. Bowl? Eagles ou Chiefs? Chiefs, Qui va en playoff? Lions ou Green Bay? Green Bay. Les Lions vont-ils gagner un match de playoff dans les années à venir? Oui ou non? Ouais, ouais. Show de la mi-temps, Super Bowl, Dr. Dre et Snoop Dogg ou The Weeknd? Dr. Dre, Show de la mi-temps au Super Bowl, Michael Jackson ou Rolling Stone? Michael Jackson, Chargers ou Rams? Rams, Giants ou Jets? Giants, Maillot blanc des Bengals de cette année ou maillot historique des 49ers? ouais, 49ers. Suivre le Super Bowl à la maison ou au Grand Rex? Euh, À la maison avec des potes, moi je suis plus. Ok. Qui va gagner un Super Bowl en premier? Justin Herbert ou Joe Burrow? Bureau. Qui va gagner le championnat universitaire? TCU ou Georgia? Ah, c'est Georgia. On m'a Quelle dit équipe qu'ils va... étaient favoris, j'ai rien vu. Quelle équipe va gagner en premier un Super Bowl? Bills ou Bengals? Bengals, allez. Ok. Quelle équipe va atteindre en premier un Super Bowl? Lions, Browns, Texans ou Jaguars? Lions. Fauteuil ou podcast? Podcast, moi je suis quelqu'un de radio. Twitch ou YouTube? Twitch, c'est pas mal. Enseigner ou apprendre? Je préfère apprendre, je suis désolé. Ça fait le mauvais genre. Jared Goff ou Matthew Stafford?
Matthew Stafford, quand même. Justin Jefferson ou Tyreek Hill? Justin Jefferson. Meilleure paire de receveurs, les Eagles avec A.J. Brown et Devonta Smith ou les Dolphins avec Tyreek Hill et Jalen Waddle? Ah, j'adore A.J. Brown, donc je suis biaisé, je vais dire les Eagles. Ok. Meilleur duo de tight end, Travis Kelce et Patrick Mahomes ou Tom Brady et Rob Gronkowski? Ah bah Brady et le Gong, quand même, c'est mythique. Et devant un match, plutôt pizza ou burger? Plutôt pizza. Ouais. Ok. Après, avec l'âge, on se calme sur ces trucs-là. C'est sûr. Merci beaucoup. plaisir. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine.